nous allons commencer dans quelques secondes. Mais avant de commencer, vous êtes bien évidemment marhaban autour de la table si vous le voulez. Nous sommes sous le format séminaire et donc l'objectif de ce type de séance. J'ai vu Axel qui va revenir sans doute. On va attendre. Non, Axel, elle peut pas. Ah d'accord. Donc c'est simplement le type de manifestation comme celle-ci, c'est d'être autour d'une table, de discuter méthodologie, en particulier sur un sujet donc, qui est aujourd'hui l'épigraphie arabe en Égypte, sur lequel je vais dire un mot. Donc d'avoir une discussion au-delà de la discipline et des compétences disciplinaires, d'avoir donc une discussion méthodologique, voire épistémologique, le sens de la vie, comme disait je ne sais plus quel cinéaste. Bon, toujours est-il que bienvenue à tous. On est vraiment très content de nous réunir, puisque l'objectif, c'est vraiment cela, de nous réunir autour d'une thématique. Pour cette nouvelle séance du séminaire de recherche de l'IFAO, je ne sais pas si on est ou pas Amr en live, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Et donc, du coup, ce séminaire de recherche, je le rappelle, je n'avais pas pu le dire la dernière fois, et parce que je n'avais pas eu le temps et je n'avais pas pu assister à la séance animée, enfin, oui, animée par Laura Aguerre. Donc, cette séance, nouvelle séance du séminaire à laquelle nous tenons tant, va porter donc sur l'épigraphie arabe en Égypte et sera animée donc par Anna Lagaran, qui nous a rejoint comme membre scientifique il y a quelques mois, et qui auparavant, et c'est comme ça que j'ai connu ses travaux, d'une part parce qu'elle a livré un article dans les Annales islamologiques qui va paraître dans quelques jours, puisque je suis vraiment très content de l'annoncer. Donc le nouveau numéro des Annales, deuxième numéro de l'année, est sous presse, où elle donne un article, et j'y réfléchissais en te relisant, Anna, hier, justement, ce qui m'a paru vraiment très important, et je crois que c'est une des caractéristiques du travail d'Anna Lagaran, c'est de ne pas hésiter à se mélanger, à se mêler, à s'interroger sur toute une sorte de terrain, toute une sorte de support qui, dans le cas de l'article dont je parle, est le temple de Philae, où une inscription en arabe a été identifiée, me semble-t-il, par Chloé Ragadoli, ou en tout cas qu'il avait photographié, puis le dossier a été transmis, en tout cas l'inscription, les graffitis, oui, c'est ça, ce sont des graffitis, à Frédéric Imbert, donc, qui est un collègue que je connais de longue date, qui enseigne l'épigraphie donc, à l'université d'Aix-Marseille, et avec qui j'avais été en contact il y a quelques années lorsque j'étais ici, justement, comme membre scientifique, parce qu'il avait publié une inscription retrouvée sur les fouilles de la muraille du Caire, qui était dirigée à l'époque par Stéphane Pradine. Or, l'inscription m'avait très intéressé parce que je m'étais rendu compte que la datation posait de très très nombreuses questions et que Frédéric arrivait au bon résultat, en tout cas, à mon sens, pour des raisons de paléographie, alors que j'arrivais moi-même de mon côté, lorsque j'ai regardé l'inscription, au même résultat, mais par ma connaissance de la documentation annexe tout autour. Et je crois qu'on en a déjà parlé un petit peu, Anna. Tout le sens de ce que je veux dire, c'est que la formation dont a bénéficié Anna Lagaran, à mon sens, est très précieuse et se perd, puisque les sciences dites de l'érudition, l'épigraphie en particulier, est très peu enseignée en Europe, très peu connue. Et nous avions la chance d'avoir un collègue excellent arabisant, donc Frédéric Imbert, ancien directeur du DEAC du Caire et aussi ancien directeur des études arabes et médiévales à l'IFPO, avec qui donc j'ai eu l'occasion d'échanger très souvent. Donc c'est sous sa direction qu'Anna a soutenu
sa thèse de doctorat à l'université d'Aix-Marseille. Par ailleurs, Anna s'est intéressée, donc, dans le cadre d'un postdoc, à la paléographie des inscriptions des stèles funéraires d'Éthiopie, un postdoc dirigé par Julien Loiseau et toujours basé à l'université Aix-Marseille Université plutôt, dans le cadre d'une ERC, si je me souviens bien. Et cela a permis à Anna d'appréhender un autre type de document, un autre type de support. Cela était une excellente chose, puisque ici, nous avons lancé il y a peu un programme de recherche avec nos amis égyptiens, en particulier de Ain Shems, sur les stèles funéraires islamiques d'Égypte, dans lequel Anna Lagaran joue déjà un rôle très important et pour lequel elle est appelée à s'impliquer plus encore dans l'avenir. Mais je vais arrêter de parler, puis donner la parole à Anna, en la remerciant de nous présenter une partie de ses travaux. Eh bien, c'est à toi, Anna, comme on dit en anglais. Ok. Bon, ben merci. Bonjour à tous et merci pour votre présence à ce séminaire. Donc, un séminaire que j'ai intitulé « Nouveau regard sur l'épigraphie arabe en Égypte », donc aperçu des perspectives de recherche. Nouveau regard, non pas seulement parce que je suis nouvelle à l'IFAO, mais surtout parce que je pense que les recherches à venir vont apporter du renouveau à la discipline, du moins en Égypte. L'histoire de l'épigraphie arabe est intrinsèquement liée à l'Égypte, puisque lorsque le savant suisse Max van Berchem arriva en 1886 dans le pays, il fut l'un des premiers à prendre réellement conscience de l'importance de l'étude des inscriptions pour la compréhension de l'histoire du monde arabe médiéval. Donc, les monuments musulmans sont négligés, leurs ruines encore magnifiques ne seront bientôt plus que des vestiges informes d'un glorieux et artistique passé. Leurs inscriptions historiques disparaissent et il faut immédiatement relever tous les textes gravés sur les mosquées, les tombeaux, les caravansérails, les madrassas, les châteaux forts ou les ponts, photographier les monuments, explorer toutes les régions musulmanes, étudier tous les nombreux objets mobiliers qui ornent les musées ou les collections privées et publier ces textes systématiquement de façon à en faire un commentaire vivant des institutions musulmanes. Donc les bases de la discipline furent donc posées avec la création de son corpus Inscriptionum Arabicarum à partir de 1890, puis celle du répertoire d'épigraphie arabe à partir de 1931, et ce n'est qu'à partir des années 70 que la discipline prit réellement son essor sous l'impulsion notamment de Jeannine Sourdel-Thomine à l'université de la Sorbonne, ou celle aussi de Solange Horry à l'université d'Aix-Marseille, qui développa une école d'épigraphie arabe. Alors, école de rigueur où a été formé mon ancien directeur de thèse, donc Frédéric Imbert, qui m'a ensuite transmis à son tour son engouement pour les graffitis arabes. Donc, il parle ici des cours de Solange Horry. Durant les cours de Mademoiselle Horry, à n'en pas douter, se créer des vocations, car c'était également une école de rigueur. On y apprenait patiemment à déchiffrer les inscriptions, à les traduire, les analyser et même à les dessiner selon les règles de l'art. Donc, en Égypte, les études en épigraphie arabe furent d'abord plutôt axées sur l'étude des inscriptions monumentales et funéraires, lesquelles se trouvaient menacées du fait de la dégradation des supports et des monuments sur lesquels elles se trouvaient. Et ce n'est que par la suite qu'un intérêt se porta graduellement sur les inscriptions non officielles, les graffitis. Donc voici comment Mme Sourdel les définit. Ces inscriptions, donc les graffitis, demeurées longtemps à l'écart des investigations, se font également remarquer par leur diversité d'aspects selon les régions, comme témoins d'une société où l'écriture, partout répandue, connaissait des variations stylistiques nombreuses. Donc ces textes, qui avaient longtemps été considérés comme de simples griffonnages dégradant leur support, avaient tout de même été sporadiquement relevés à partir de la fin du XVIIIe siècle, mais pour les premiers relevés de corpus d'inscriptions arabes, il faudra attendre les années 1980, voire 2000-2010, avec notamment plusieurs travaux de recherche dans la péninsule du Sinaï. Donc, en effet, reconnus comme une véritable source pour l'étude de la sphère privée et non officielle, les graffitis de toute langue et période sont de plus en plus présents et mis en avant sur le plan scientifique. Et c'est au tournant du XXIe siècle qu'on assiste à un véritable boom des études sur les graffitis. En témoigne le catalogue de la bibliothèque de l'IFAO qui
dont les mentions de graffiti s'étalent de 1901 à 2023, et 60% des publications s'inscrivent dans les 2 dernières décennies. Notons d'ailleurs que la publication de 2 ouvrages concernant les graffitis de l'Égypte ancienne en 2023 à l'IFAO. Donc, ces 2 ouvrages sont essentiellement des compilations d'articles relativement éloignés chronologiquement de mon objet d'étude, mais les 2 introductions, qui s'évertuent entre autres à définir ce que l'on doit nommer graffiti, rock inscriptions, rock art, apportent des réflexions intéressantes, et j'y reviendrai en fin de séminaire avec un petit point sur la terminologie si j'ai le temps. Donc, si l'épigraphie arabe en Égypte est aujourd'hui a priori bien connue en termes d'épigraphie monumentale et funéraire, elle l'est beaucoup moins du point de vue de l'épigraphie non officielle, du moins en ce qui concerne la Basse et Haute Égypte, parce que le Sinaï étant pour le moins plutôt bien documenté. Donc, j'ai porté à l'IFAO un projet reposant exclusivement sur l'étude des graffitis arabes en Haute et Basse Égypte, mais je m'inscris donc également dans l'un des projets de recherche de l'Institut qui concerne l'étude de quelques milliers de stèles arabes oubliées depuis quelques décennies. Donc 2 grands projets que je vais vous présenter maintenant en 2 parties, et je vais commencer par le projet sur les stèles funéraires. Il s'agit donc de l'opération 23121, stèles funéraires islamiques. Donc un projet qui concerne l'épigraphie formelle, funéraire. Alors, dans mon introduction, j'ai utilisé l'expression « l'Égypte est a priori bien connue » en termes d'épigraphie formelle, puisque de grands travaux ont déjà été menés, notamment par certains de mes prédécesseurs membres scientifiques à la fin du 19e, début 20e. Je pense donc spécialement à Max van Berchem, qui fut membre scientifique extérieur en 1919, mais aussi à Georges Salmon, membre scientifique en 1899, et surtout à Gaston Viette, Oui. Donc, l'opération scientifique intitulée Stèles funéraires est un projet colossal porté par l'IFAO à l'initiative d'Abès Zouach, notre directeur des études, en partenariat avec l'université d'Ain Shams et le département des antiquités islamiques et coptes du Caire. Donc, c'est un projet qui porte sur l'étude de près de 4500 stèles qui ont été déplacées des caves de la citadelle vers un mausolée de la Cité des Morts, donc le très beau mausolée de l'Amir Korkoumas, mausolée du 15e, si je ne me trompe pas, qui a donc été mis à disposition pour devenir un centre éducatif, puisqu'il s'agit de l'un des 5 piliers, on va dire, de ce projet qui met en avant la formation des étudiants, la préservation et l'étude des stèles, ainsi que la création d'une base de données et peut-être d'une publication en volume à l'IFAO. Donc la première étape fut pour moi d'essayer de comprendre de quoi il s'agissait, parce que 4500 stèles, de prime abord, ça donne un peu le tournis. Et donc je me suis d'abord demandé d'où viennent ces milliers de stèles. J'ai commencé par prendre le catalogue donc du musée arabe du Caire, et comment dire, j'ai une pensée assez forte pour Gaston Viette, puisque dans l'avant-propos du premier volume, il a l'air très satisfait du travail qui a été accompli dans le classement. Donc, je vous ai mis ici l'extrait. Mes 2 collaborateurs, donc c'est Hawari et Rached, voulurent bien entreprendre cette besogne fastidieuse de classer par ordre chronologique les centaines de stèles qui gisaient pêle-mêle, le plus souvent sans numéro d'inventaire au dépôt du musée. De longs mois furent nécessaires. Aujourd'hui, toutes les stèles sont dûment inventoriées et classées, et leur dossier est en ordre dans nos archives. Voilà, si vous savez dans quel état on a retrouvé les stèles. Donc je ne sais pas trop ce qui explique qu'on ait retrouvé les stèles donc à nouveau pêle-mêle et dans des conditions de conservation assez déplorables. Je pensais que c'était peut-être dû au changement de l'emplacement du musée d'art arabe, mais ce changement a eu lieu tout au début du XXe, donc entre 1899 et 1904, quelque chose comme ça. Donc avant qu'ils n'en fassent l'étude. Donc voilà, c'est une piste à creuser. Donc, concernant le catalogue, donc, il se compose de 10 volumes. Donc, les 6 premiers de 1932 à 1939 contiennent des inscriptions qui s'échelonnent entre le 7e siècle de notre ère, disons, et surtout de la fin du 8e jusqu'au début du 14e, avec plus de 3 volumes spécialement consacrés aux stèles du 9e siècle. Ensuite, on a 2 volumes de stèles fragmentaires, non datés, mais avec estimation des datations, donc qui datent de 1940-1941.
Et enfin, on a 2 autres volumes d'addendum avec des stèles datées de la fin du 7e siècle jusqu'au 14e siècle, jusqu'au 16e siècle, pardon, plus des stèles non datées. Donc 10 volumes contenant chacun 400 stèles. Donc on a déjà 4000 stèles qui constituent donc probablement le gros de notre corpus. Il nous en reste 500 qui correspond, donc un chiffre qui correspond à une cinquantaine près au nombre de stèles d'Assouan publiées par Abd Tawwab entre 1977 et 1986. Puisqu'il en a publié donc 450 en 3 volumes. Donc des 3 volumes qui conservent des inscriptions datées en gros entre le début du 8e et jusqu'au milieu du 10e, donc beaucoup plus restreint. Donc 450 stèles. Et à mon avis, donc, si mon hypothèse se tient à peu près, les 50 qui restent doivent être dans un état exécrable et pratiquement illisible. Mais je pense que ce sera la surprise, et à mon avis, on en aura, parce que de toute façon, je pense qu'il y a eu d'autres stèles qui ont été trouvées, notamment à Fustat au cours des années. Donc voilà, on va vraiment avoir des surprises, je pense, en étudiant ce corpus. Mais du coup, même s'il y a une marge d'erreur, à cette première analyse, je me posais la question de savoir est-ce que ça vaut le coup de republier les stèles dans un format papier avec photographie, facsimilé, commentaires systématiques, c'est-à-dire un volume de pages énorme. Je ne sais pas trop. Peut-être qu'une édition numérique serait plus appropriée. Pourquoi pas, mais en même temps, le problème d'une édition, c'est qu'elle n'est pas extensible et que du coup, on risque de se retrouver comme Gaston Viette à devoir faire des addendums et à la moindre redécouverte. Donc je pense qu'il faudra vraiment concevoir la base de données de façon optimale, sous forme d'une interface qui soit pratique, qui permette le croisement des données, un peu à l'image du thésaurus d'épigraphie islamique, pour pouvoir sélectionner par exemple tel ou tel type de verset coranique, tel type de métier par exemple, ou encore la provenance. Et cette question de la provenance, je pense qu'elle est d'ailleurs cruciale. À mon sens, c'est même tout l'enjeu de cette nouvelle étude du corpus. Parce que déterminer les provenances permettra de passer de la macro-histoire, on va dire, à la micro-histoire. C'est-à-dire que pour l'instant, les stèles ont été publiées chronologiquement, sans faire cas des provenances. Et cette étude par datation a permis de faire beaucoup d'observations très intéressantes en paléographie ou même sur les pratiques funéraires en général. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est nécessaire de distinguer les corpus de façon à pouvoir orienter la focale sur l'histoire des pratiques des individus de façon plus restreinte, plus locale ou régionale. Néanmoins, le principal problème concernant ces provenances, c'est que dans le catalogue, la plupart du temps, elles sont référencées comme trouvées au dépôt du musée, ce qui ne nous aide pas beaucoup. Mais dans l'introduction du volume 1, du catalogue, on a quand même quelques chiffres qui nous donnent des informations assez vagues, mais avec des numéros d'enregistrement, etc., qui nous permettent de reconstituer un peu le voyage de près de 2400 stèles, qui proviendraient donc du cimetière d'Assouan. Et donc avec celles publiées par Abdelrahman Abd Tawwab, on a déjà presque 3000 stèles en provenance de cette localité. Donc le site du cimetière d'Assouan a fait l'objet d'une publication récemment par l'équipe allemande, par Philipp Speiser. Mais les stèles n'ont pas été traitées. Voilà, ça ne fait pas partie de la publication. Donc, ensuite, dans le catalogue, on va avoir aussi des mentions de stèles achetées en 1920, 23, 27, 28, etc. Donc, ces indications, je pense qu'elles vont également nous permettre de retracer un peu l'origine des stèles, peut-être grâce au registre de la commission. Je ne sais pas si on pourra avoir accès ou pas. Voilà. L'étude stylistique des stèles permettra également une identification des provenances, car certaines stèles sont très caractéristiques, avec des cadres particuliers, des décors bien spécifiques. Il y a d'ailleurs un chercheur égyptien, le Dr Faraj El-Hosseini, de l'université de Luxor, qui a fait une étude sur ces cadres et qui nous sera, je pense, très utile. Aussi, une étude préliminaire concernant la documentation archéologique des stèles d'Assouan a débuté dans les années 2010 sous l'égide de l'Institut allemand d'archéologie, le DAI, et Sarah Massoud, qui est aujourd'hui inspectrice au département des antiquités islamiques d'Assouan, a fait son master sur un groupe de stèles d'Assouan.
Donc autant d'expertises qui, je l'espère, arriveront à mutualiser leurs efforts pour mener à bien ce projet. Donc l'idée est de former des groupes, alors cimetière d'Assouan quand c'est possible, Haute-Égypte quand c'est plus vague. Pour le Caire, il y a 2 principaux lieux, je crois, donc Ain Sera et Fostat. Je n'ai pas encore approfondi cette partie, et je ne sais pas si les stèles de ces 2 sites sont identifiables ou pas, donc on verra si on doit garder une provenance plus large telle que le Caire. Voilà, donc l'avantage d'une base de données, c'est qu'elle nous permettra de compléter au fur et à mesure et surtout de faire grandir le corpus, car je crois qu'il faut aller plus loin que nos 4500 stèles pour que cette base de données ait vraiment un sens et permette aux futurs chercheurs de mener des études d'ensemble. Il faudrait viser l'exhaustivité, alors même si je sais que c'est impossible, déjà par le fait que certaines stèles sont utilisées en remploi dans les mausolées, donc on n'aura jamais accès à cette partie. J'espère que personne n'ira démolir pour... Mais on pourrait déjà penser à créer des collaborations pour ajouter les quelques 3000 stèles qui sont toujours conservées à Assouan. Et puis on pourra rajouter les petits corpus comme celui qu'on a ici, qui compte une vingtaine de stèles et qui a été publié par Georges Salmon. Donc ça, c'était le premier grand projet. Maintenant, je passe au deuxième grand projet, donc l'apport de la graphitologie arabo-chrétienne et arabo-islamique pour l'histoire de l'Égypte. Voilà, rien que ça, hein, parce qu'on n'est pas trop ambitieux. Donc c'est un grand projet qui vise donc à apporter de nouveaux fronts de recherche en épigraphie arabe par l'apport de la graphitologie arabe. Donc c'est un projet que j'ai présenté à l'Institut cette année, mais qui a été en partie conçu dans le cadre d'une candidature CNRS. Donc c'est pour ça qu'il se donne cette envergure, voilà, permettant une étude sur le long terme. Et j'ajouterais que c'est un projet très englobant, qui peut même paraître un peu écrasant pour les autres chercheurs, mais c'est vraiment pas le but en fait. Au contraire, le projet vise à faire appel à la collaboration d'épigraphistes ou de chercheurs désireux de se spécialiser dans ce domaine. Max van Berchem disait qu'en parlant des inscriptions, que la tâche était trop vaste pour un seul homme. C'est toujours le cas. Donc voilà, c'est vraiment dans une optique de collaboration. Donc ce projet se compose de plusieurs petits projets, si je puis dire, parce qu'ils sont tous assez grands, mais qui nécessitent, voilà, d'être débutés en fait. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup peut-être de travail d'un coup, mais voilà, ça nécessite d'être commencé, et puis après, petit à petit, on complétera. Donc le principal projet, voilà, vise une étude comparative des inscriptions arabo-chrétiennes et arabo-islamiques sur la base de corpus cohérents. Donc l'approche graphitologique permet en effet d'appréhender l'histoire sous un angle différent. Les graffitis, qu'ils soient arabo-chrétiens ou islamiques, sont le plus souvent des mentions de passage ou des invocations religieuses demandant la miséricorde ou le pardon, mais ces inscriptions ordinaires constituent autant de témoignages qui donnent accès au fort privé des individus. Les graffitis sont en effet des attestations souvent populaires, mais peuvent également être le fait d'ecclésiastiques ou de chaires de passage sur des routes de pèlerinage ou dans des lieux jugés importants. De fait, les formules utilisées, les noms des lapicides et les dates de leur passage sont autant d'éléments qui permettent d'étudier l'évolution de la langue arabe, de reconstituer des pans méconnus de l'histoire des sites auxquels ils sont associés. Donc par cette étude, on va aborder l'histoire des routes de pèlerinage, les routes de commerce, l'histoire des monuments, puisque les dates vont nous permettre de déterminer les phases d'occupation, etc. Mon étude comparative visera donc à apporter un éclairage sur les relations interculturelles au sein de la société égyptienne médiévale à travers les usages de la langue arabe et les situations de contact au sein d'espaces partagés. C'est un projet qui me tient à cœur puisqu'il s'inscrit directement dans la continuité de mes travaux de thèse qui portaient sur les graffitis arabo-chrétiens d'Égypte et de Palestine à l'époque médiévale. Et donc au cours de ces années de thèse, j'ai eu l'occasion de faire des recherches doctorales en Haute-Égypte et de visiter des lieux à forte densité épigraphique et dont l'étude préliminaire a donc permis d'identifier la présence de communautés, des 2 communautés sur site et d'en faire donc des lieux propices pour cette étude. Je pense donc notamment au Deir al-Bahadr, qui se situe sur la rive ouest d'Assouan et que vous connaissez peut-être sous le vocable Saint-Siméon. On ne sait pas trop pourquoi on l'appelle comme ça. Maspero rapporte au début du XXe qu'il semble que ce soit les guides touristiques qui aient commencé à l'appeler comme ça. Il va falloir que j'aille jeter un œil dans les guides.
Donc, il faut savoir que le Deir Mbahadra présente le plus gros projet épigraphique de cette dernière décennie, puisque depuis mars 2013, le site fait l'objet d'une étude interdisciplinaire allemande menée par l'Institut allemand d'archéologie au Caire, la Freie Universität Topoi et l'Université de Bamberg. Donc, il a d'abord été sous la direction de Sebastian Richter, il est aujourd'hui sous celle de Ralf Bodenstein, donc directeur scientifique du DAIK. Cette mission mène une exploration épigraphique, architecturale, historique et archéologique du monastère de l'époque abbasside à l'époque mamelouk. Le projet est centré sur les inscriptions coptes et arabes laissées par les visiteurs et pèlerins, et près de 300 en copte et plus de 500 en arabe, toutes périodes confondues, ont à ce jour été relevés par l'équipe. Donc cette équipe se compose de coptisants et arabisants, donc Lena Krastel, Sebastian Richter pour la partie copte, Ralf Bodenstein, Sarah Massoud, Anna Chrysostomides pour l'épigraphie arabe. C'est une équipe que j'ai eu l'occasion de rejoindre officiellement en 2019 et qui m'a permis de découvrir de nombreux textes, surtout grâce à Sarah Massoud, qui connaît très bien les inscriptions du Deir. Et du coup, dans le cadre de ma thèse, mon attention s'est portée sur environ 10% de ce corpus, puisque les inscriptions arabo-chrétiennes médiévales ne sont présentes qu'en petit nombre en comparaison de la profusion d'inscriptions présentes sur le site. Le Deir Mbahadra est un monument exceptionnel tant par sa conservation que par le foisonnement d'inscriptions qu'il recèle. Les visites successives au monastère m'ont ainsi permis de me familiariser avec ces inscriptions. Un certain nombre d'inscriptions islamiques ont été relevées et quelques dates ont pu être isolées. Néanmoins, comme vous l'aurez peut-être compris, dans le cas de ce monastère, il faut également interagir avec les graffitis coptes, qui sont eux aussi contemporains des graffitis arabes. Donc, grâce à la collaboration avec Lena Krastel, on a pu faire une espèce de comparaison préliminaire des répertoires et des datations des inscriptions coptes, avec les inscriptions coptes, pardon. Et donc, pour vous donner un cadre général de cette présence d'inscriptions, il en ressort que les graffitis apparaissent au Xe siècle. Pour ce siècle, on note qu'on n'a pas d'inscription clairement marquée comme arabo-chrétienne, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, et d'ailleurs ça se discute, mais je n'entrerai pas dans le sujet ici. Pour le XIe, on a une seule inscription arabe qui a été relevée, ce qui est assez étrange. Et au XIIe, on a un peu plus d'inscriptions, mais toujours rien du côté des graffitis arabo-chrétiens. Mais c'est surtout du coup à partir du XIIIe et surtout du XIVe siècle où on va avoir un véritable pic d'activité du point de vue épigraphique dans toutes les catégories d'inscriptions, donc copte, arabe, arabo-chrétienne, arabo-islamique. Une activité qui interroge puisqu'il est généralement admis que ce monastère a cessé son activité à la fin du XIIIe siècle, mais c'est en fait l'inscription publiée par Jacques de Morgan en 1894 qui a sonné le glas du monastère, si je puis dire. On y voit une mention de passage islamique assez classique, Hadra al-Abd al-Faqir ilallah ta'ala, avec une spécificité graphique, et suivi du nom donc de la personne, Ali al-Musharif. Et ensuite, on va avoir la date de son passage, donc en Safar 694, soit décembre 1294. Puis une demande un peu moins classique, mais sur laquelle je ne m'attarde pas. En fait, cette inscription s'inscrit dans un ensemble épigraphique en parallèle des inscriptions chrétiennes, mais n'atteste pas nécessairement de l'abandon du monastère. Au contraire, on a plutôt une sorte de côtoiement des communautés à cette époque. Donc voilà, l'idée est vraiment d'essayer d'élargir mon étude aux autres inscriptions du site pour voir de quoi elles traitent, et ce, bien évidemment, en coordination avec les autres membres de l'équipe. Ensuite, il faut noter que ce monastère se trouve à quelques kilomètres des ruines d'un autre monastère, mais beaucoup moins bien conservé, avec également donc, les vestiges d'une église qui s'appuie contre les parois de tombes pharaoniques, c'est le Deir Qubbat al-Hawa. L'église est restée ensablée jusque dans les années 90, jusqu'aux travaux de désensablement par l'équipe du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, dirigée par l'inspecteur Magdi Abdin entre 1998 jusqu'à 2010. Donc c'est au cours de ces travaux que des dizaines de graffitis et dipintis en grec, copte et arabe ont été mis au jour. Et comme le site se trouvait au sein de la concession espagnole du Proyecto Qubbat al-Hawa, présente depuis le 2008,
aujourd'hui sous la direction d'Alejandro Jiménez Serrano, les inscriptions ont été en grande partie photographiées par les membres de l'équipe espagnole. Donc pour ma part, j'avais eu l'occasion de visiter ce site et de prendre conscience de l'importance des inscriptions pour mon étude. Et donc dès 2016, je suis entrée en contact avec cette équipe espagnole, par qui j'ai eu des photographies, je suis retournée sur site, etc., pour voir les inscriptions en contexte. Et l'idée était donc de rejoindre cette équipe espagnole pour officialiser ce travail de thèse. Mais voilà, il s'avère que c'est un peu plus compliqué que prévu, puisque ce monastère est en fait une enclave dans la concession, une enclave qui nécessite des autorisations particulières. Donc pour l'instant, c'est un peu en stand-by, mais voilà, je vais faire mon possible pour essayer de mener à bien ce projet. Parce que si l'Église, elle, a fait l'objet de plusieurs études, donc 4 articles, dont 3 lui sont consacrés dans l'ouvrage Christianity and Monasticism in Aswan and Nubia, édité par Gaudat Gabra et Hani Takla en 2013, aucune publication officielle du matériel épigraphique n'a pour l'heure été effectuée. Et pourtant, il y a urgence, car les restes de l'Église et les inscriptions souffrent des dégradations des enduits, qui peuvent être de causes naturelles, donc le soleil, le vent qui fanent les inscriptions, surtout les dipinti qui se décolorent, et les enduits qui s'effritent, qui se brisent. Il y a aussi la pluie, alors c'est plus rare, mais il y a eu une très grosse tempête en 2019, qui a vraiment causé de gros dégâts aussi à Dajjal Bahadra. Et là, donc, on peut voir que toute la partie droite, vous voyez, on a une inscription copte d'un côté, une inscription arabe de l'autre côté. Et on peut voir donc qu'on a une belle coulée de boue sur la partie droite. Et puis donc on a la deuxième cause de dégradation, les causes humaines, par la négligence et surtout les graffitis des touristes qui viennent complètement recouvrir les inscriptions anciennes. Donc voilà, là, c'est quand même assez frappant. Alors, j'ai quand même mis un petit exemple d'inscription arabo-chrétienne provenant de Haute-Égypte, pour que vous puissiez quand même avoir une idée de ce que représente une inscription de ce type. C'est une inscription qui illustre bien le répertoire chrétien, puisqu'il faut savoir qu'on a généralement 4 outils d'identification. L'aspect visuel, alors il y a les croix bien sûr, mais aussi les autres symboles chrétiens, les symboles de datation, etc. Ensuite, il y a le formulaire. On peut avoir des formules types, des demandes de pardon aux pécheurs, des invocations au nom du Christ, des commémorations spécifiques pour les saints, pour la Vierge, etc. Ensuite, on a la datation en mois et années du calendrier copte, avec l'usage des lettres grecques à valeur numérale aussi, parfois. Et l'onomastique nous donne également des informations. Parfois, elle nous donne des informations sur l'origine religieuse du personnage, avec l'exemple le plus probant, ça va être Abdel Messi. Voilà. Là, on sait que c'est une inscription chrétienne, il n'y a pas de doute. Je vais prendre le formulaire de cette inscription. Donc, en première ligne, on va avoir une basmala chrétienne, donc axée sur la Trinité, Bismillah wal-Ibn wa Ruh al-Qudus, Ilahi Wahid, donc au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, une divinité unique. Il s'agit là d'une expression probablement extraite en partie d'un verset de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, mais où on n'a pas donc cette partie Ilahi Wahid, la divinité unique. Et moi, je me posais la question, est-ce qu'il ne s'agit pas là de rappeler, d'une certaine façon, de rappeler l'appartenance au monothéisme et donc d'éviter toutes d'éventuelles accusations de polythéisme? C'est à creuser. Ensuite, on va avoir une originalité de formulaire avec une invocation à Marie et à Jésus, mais je n'ai pas réussi à la lire complètement. Vu l'état de dégradation de l'inscription actuellement, ça va être difficile. J'ai volontairement pas mis d'image pour éviter de publier du matériel qui n'est pas encore en autorisation, voilà, on va dire. Ensuite, on va avoir une demande de miséricorde à la première personne, donc irhamni. Voilà. Je crois qu'il y a un petit truc, un petit couac qui s'est glissé dedans, mais bon, c'est irhamni.
Donc, généralement, ces invocations sont faites à la troisième personne du singulier, Irham, pardonne à un tel, et s'ensuit des épithètes additionnelles. Donc ici, le serviteur, le pécheur, Abdul Khalkhati, est probablement suivi d'Al-Muznib, donc celui qui a fait une faute, que nous avons traduite par le coupable. Plusieurs autres épithètes peuvent suivre, comme Al-Muhtaj ila Rahmatika, celui qui attend ta miséricorde, Al-Meskin, l'humble, Al-Haqir, le misérable, ou plus rarement Al-Faqir, le pauvre, mais que l'on retrouve notamment ici. Ensuite vient le nom, ici en kunya, dite laqab, donc en surnom, qui permettent de désigner une personne sans mentionner son nom. Ainsi, Aboul Imad, le père du baptême, pourrait faire référence au nom Yahya ou Yohanna, en référence à Jean le Baptiste. On remarque qu'ensuite on a une nisba qui est un nom d'origine, ici une nisba toponymique, El-Isnawi, donc d'Esna. C'est une provenance qui est assez fréquente dans les inscriptions de Haute-Égypte. On peut avoir aussi l'Asyouti, Asyut, Armanti, Armant, etc. La mention de passage est marquée par le terme Hadara. Il a été présent dans ce monastère. Alors, Hadara, Shiraza, Deir al-Mubarak ou al-Muqaddas, donc béni ou saint, le premier étant plus répandu. Donc enfin, on a la date, ici une date double. Alors d'abord en année des martyrs, marquée par le terme les Shohada. Puis en année de l'Hégire, avec un terme qui est lisible, mais au vu du contexte, je pense que ça pourrait être il Hilaliya du croissant, parce qu'on a d'autres attestations. Donc voilà, un répertoire très complet, où toutes les cases sont cochées. Ce n'est pas le cas de tous les graffitis, bien évidemment. Mon travail de thèse m'a ainsi permis de répertorier les différentes formules utilisées par les graveurs chrétiens. Et l'idée est donc d'aller voir du côté musulman quelles sont les formules les plus utilisées à telle ou telle période, de les comparer pour évaluer le taux des interactions et contamination des répertoires à grande échelle. Donc, par exemple, on a aussi des mentions de passages islamiques dans les lieux bénis, donc le Makan al-Mubarak, qui nous interrogent du coup sur les rapports qu'entretiennent les musulmans avec ces lieux. Est-ce que ce sont des visites profanes, est-ce que ce sont des visites religieuses ou simplement des marqueurs? Voilà, donc un deuxième pan de mon projet concerne la collecte de graffitis. Il faut noter que dans les dernières décennies, au Proche-Orient, la discipline fait un vrai bond, surtout en Arabie et en Jordanie, où ils sont vraiment très avancés dans le domaine de la graphitologie. Et qu'on a quand même deux aires qui sont beaucoup moins étudiées, c'est l'Irak et l'Égypte. Donc l'Irak, ça s'explique par les conflits qu'il y a eu, c'est pas évident, mais pour l'Égypte, c'est moins compréhensible. Donc sur plus d'1 million de kilomètres carrés que compte la superficie du pays, seulement 4 localités ont fait l'objet de publications avec des parties réservées aux graffitis arabes, dont 3 au Sinaï. Il y a les travaux de Mutsuo Kawatoko en 2006 dans un réseau de wadis du sud Sinaï, les travaux de Jean-Michel Mouton à la forteresse de Sadr en 2010 et les travaux de Mohamed Helmi Mustafa au Djebel Nakous sur la côte ouest du sud Sinaï en 2010 également. De fait, on compte seulement une publication de corpus dans une oasis du désert occidental à Bagawat, près de Kharga, qui a été donc publiée par Mohamed Al-Haggagi en 1978. Donc si les 3 premières publications font preuve d'une certaine rigueur scientifique, ce n'est pas le cas de la dernière, puisque celle-ci, qui compte près d'une centaine de graffitis, ne présente ni photographie, ni facsimilé, ni étude critique du matériel. Il faut noter qu'il y a une publication qui est censée sortir sur tout le matériel de Bagawat, le matériel épigraphique, j'entends. Une publication qui est imminente, mais qu'on attend encore. Donc voilà, on verra si le matériel a été présenté et surtout si l'étude reste à faire ou pas. Ainsi, donc, si les publications d'envergure sont rares, on relève toutefois un certain nombre de publications éparses et de nombreuses mentions de graffitis arabes dans les rapports de mission. Donc une première phase de mon travail consisterait à proposer un état des lieux dont les données seront ensuite compilées pour proposer des cartes de répartition des sites et des concentrations épigraphiques qui contribueront à l'orientation des recherches futures en identifiant les espaces les moins étudiés, enfin, où est-ce qu'on aurait du potentiel épigraphique, etc., qui permettra donc de faire reposer les futures recherches sur une base solide. L'idée est ensuite de collecter les graffitis arabes d'Égypte pour former une véritable base de données
de ce matériel. Donc, toujours dans une optique de pouvoir compléter au fur et à mesure des découvertes et surtout que les données puissent être connectées entre elles pour pouvoir faire une étude d'ensemble. Mais voilà, c'est un vaste projet à lui seul. Hein. C'est d'ailleurs un projet que l'épigraphiste égyptien Dr Mohamed Helmi Mustafa, donc, qui a travaillé sur le Sud Sinaï, en tête depuis quelques années. Un premier projet de diffusion avait été lancé avec la Bibalex. Il y a une base de données qui s'appelle The Digital Library of Inscription and Calligraphies. Mais c'est une base de données très vaste qui comprend les périodes d'Égypte antique, grecque, turque, etc. Et pour les graffitis arabes, ça n'a pas vraiment pris. Donc voilà, une collaboration avec Monsieur Helmi Mohamed Helmi sera bien évidemment envisagée. Mais voilà, je m'interroge encore sur la faisabilité du projet, voilà, en termes de droit, etc. Comment est-ce qu'on doit... Est-ce que ce sera possible ou pas? Voilà, c'est encore en cours de réflexion. Bien évidemment, j'ai des perspectives de prospection, donc en Haute-Égypte, comme je l'ai dit, mais aussi dans le désert oriental, avec des connexions possibles vers le Sud Sinaï. Mais ça, c'est encore un autre pan de projet que je croise les doigts, je vous présenterai peut-être l'an prochain. Ça serait chouette. Donc voilà, c'est déjà énormément de travail, mais comme j'ai dit, c'est des choses qu'il faut commencer à mettre en place en fait dès maintenant. Et voilà. Et du coup, voilà, avant de clore cette présentation, ça va, je suis pas trop longue? Non, je peux. Tu clôt, pardon. Avant de clore, donc je fais juste mon petit point. Je fais mon petit point sur la terminologie avant de clore vraiment. Donc, comme vous avez pu le voir, j'aime beaucoup les termes graffiti, graphitologie. Donc, graphitologie, c'est une expression, enfin, c'est un néologisme inventé ou du moins utilisé par l'épigraphiste Frédéric Imbert et que je me plais à utiliser. Alors dans les publications récentes, notamment celles évoquées en début de séminaire, les ouvrages publiés en 2023, on voit que la question de la terminologie à employer n'est pas réglée, loin de là. Mais avec les travaux de Chloé Ragazzoli, l'expression secondary inscription ou secondary epigraphy a émergé depuis quelques années et commence à se diffuser même en épigraphie médiévale, parce que j'ai participé à un workshop avec cet intitulé. C'est une expression qui a le mérite de garder la même sémantique en français, donc inscription secondaire ou épigraphie secondaire, à contrario de rock inscriptions, expression qui est assez incisive en anglais, mais qui en français se traduit mal, puisque on va traduire par inscription rupestre ou pariétale, et on a davantage une connotation du coup pour la préhistoire, il me semble. Hein. J'ai posé un peu la question autour de moi et on semble assez d'accord. Néanmoins, j'avoue que le terme secondaire me convient pas tout à fait. C'est comme s'il y avait une notion d'importance moindre. Je préférerais parler d'inscription informelle peut-être, mais est-ce que les graffitis sont toujours informels? Est-ce qu'on n'a pas aussi une notion d'aspect? Donc voilà, je me pose la question, est-ce qu'on doit quand même suivre la dynamique secondary inscriptions pour éviter la profusion et confusion sur les termes? C'est une question vraiment que je me pose, donc si vous avez des idées là-dessus, je serais tout oui à la fin de ce séminaire. Et du coup, voilà mon petit point terminologie. Et en conclusion, donc je vous ai présenté deux grandes perspectives de recherche pour l'épigraphie arabe en Égypte pour les années à venir. Donc deux grands projets qui peuvent sembler très distincts avec l'étude des stèles funéraires d'une part et l'étude des graffitis d'autre part. Néanmoins, ces deux études peuvent se rejoindre car, à mon sens, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit en fait d'étudier l'histoire des vivants, qui était dit à quelle période ils ont vécu ou à quelle période ils ont été de passage dans la région, quelles étaient leurs origines, alors géographiques, mais aussi religieuses ou autres, etc. Donc, pour l'épigraphie funéraire, la conception de l'étude est admise depuis longue date, car ce sont des textes formels avec une certaine connotation esthétique, puisqu'on a tous en tête plus ou moins une belle stèle qui provient d'un musée et qui est donc digne d'intérêt. Mais en soi, les graffitis livrent des éléments similaires dans les deux cas. On étudie un répertoire particulier, l'onomastique livre parfois des éléments sur l'origine ou sur le métier du lapicide ou du défunt, et des datations permettent de retracer les périodes d'occupation des sites. Dans le cas des stèles, on a même une double information, c'est-à-dire
même triple. C'est-à-dire qu'on a les informations concernant le défunt, celles qui sont inscrites, mais aussi celles qui ne le sont pas, c'est-à-dire celles qui, selon la qualité de l'inscription, par exemple, on va pouvoir dire si c'est une personne importante, ou du moins s'il avait une famille riche. Ensuite, on va également avoir les informations concernant le lapicide, donc son degré de maîtrise de la langue arabe, de l'écriture arabe, s'il est capable de faire des décors, et s'il a une bonne connaissance du répertoire coranique, etc. Les graffitis, eux, semblent plus rébarbatifs et ingrats, car leur étude, souvent difficile en raison de leur caractère fragmentaire et de leur lisibilité restreinte, leur étude est difficile, c'est ça. Mais il convient cependant de leur accorder une attention particulière afin de ne pas écarter des éléments, aussi succincts soient-ils, qui pourraient servir à la compréhension de l'histoire du monde arabe médiéval. Enfin, pour revenir à cette histoire des vivants, j'ajouterai, juste pour finir, que certains lieux sont d'ailleurs encore très vivants, et pas seulement touristiquement, avec notamment le cimetière d'Assouan, toujours utilisé, et où l'on vient faire les ziyarat, les visites le vendredi, et d'autres jours saints, et où l'on pratique des rituels dans les mausolées anciens, pour par exemple faire apparaître la vérité, ou savoir si l'on est apte au mariage avec telle ou telle personne. Et ensuite, on a également le mouled de Saint-Âtre, au Deir al-Bahadra, qui a lieu donc chaque année fin décembre et qui attire de nombreux visiteurs. Et donc à cette occasion, on va venir revivifier les parties de l'église pour la vénération du saint. Et voilà, j'arrête là-dessus et je vous remercie pour votre écoute.